Émotion, stupeur, indignation après le meurtre des 7 moines trappistes français en Algérie. Le Premier ministre demande à tous les Français de rentrer. Centrafrique, l'évacuation des étrangers se poursuit. Paris, capitale du tennis, à la veille de Roland-Garros, les stars débarquent. La première, André Agassi. Madame, Monsieur, bonsoir. Les 7 moines français enlevés en Algérie ont été assassinés. Le président de la République, le Premier ministre en sont persuadés. Ils ont exprimé aujourd'hui leur émotion, leur stupeur et leur indignation face à un tel acte de barbarie de la part des militants du GIA. Première réaction ce soir, celle des compagnons des 7 religieux égorgés qui appartiennent comme eux à l'ordre des moines trappistes. Patrice Ramden, Mathieu Huchet. 7 cierges pour autant de martyrs. À l'abbaye de Tamier, dont étaient originaires 2 des moines tués en Algérie, on attendra qu'ils s'éteignent. De même, une nuit consacrée à la prière et au matin, la confession de sentiments contradictoires. C'est à la fois une espèce de... ou le cœur de révolte en quelque sorte, oui, le mot je crois n'est pas faux, peut-être parfois même des pensées un peu de vengeance qui nous traversent l'esprit, et puis en même temps l'assurance qu'il y a quelque chose là qui s'est vécu et qui n'est pas absurde. Ils ont donné leur vie pour la paix. Le sacrifice en guise de plaidoyer pour l'homme. À Aiguebel, dont dépendaient 5 moines trappistes, les voix étaient hier à l'office plus pleines que les autres jours, dit-on. Règle de conduite, ne pas céder à l'émotion, opposer la noblesse à l'ignominie. Ils savaient ce qu'ils vivaient, et ils étaient déterminés. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très grand. Quand un homme, consciemment, j'ose pas dire volontairement, consciemment, se fait otage. Je suis intimement convaincu qu'ils ont vécu jusqu'au bout leur détermination, avec courage. De cela, tous semblent en effet convaincus, y compris au collège Saint-Charles de Thouars, jadis dirigé par frère Bruno. À l'annonce de sa mort, ceux qui l'ont côtoyé se réunissent. Sur les visages, recueillement, consternation, autant de palliatifs à l'impuissance. Réaction encore de la famille de l'un des moines trappistes assassinés en Algérie, le père Célestin Ringard. Témoignage de sa sœur et de son beau-frère. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Résignés, Madeleine Guérin et son mari ne se font pas d'illusions. Conscients de la froide détermination du GIA, ils savent que le communiqué annonçant la mort des 7 moines est authentique. Depuis 2 mois, on savait qu'il y avait 99 chances sur une qu'il soit mort. C'est en 86 que Célestin Ringard avait rejoint le monastère de Tibé-Irine. Revenu en France en 94 pour une grave opération, il n'avait pas hésité à retourner en Algérie, malgré le danger. C'est un geste que l'on a compris de suite. Et bon, de toute façon, il avait tout le temps dit qu'il voulait mourir en Algérie. Alors il est exaucé, ainsi que ses frères, puisqu'ils votaient tous pour rester en Algérie. Ils savaient qu'ils étaient en danger. Pour Jacques et Madeleine Guérin, malgré les crimes, les religieux ont toujours leur place en Algérie, car la population les soutient. C'est pour elles que Célestin Ringard avait décidé de rester. Les 7 moines français avaient été enlevés dans leur abbaye le 27 mars dernier. Depuis, aucune nouvelle. Le gouvernement français dément avoir entamé une négociation. Tout au plus, des contacts avaient été pris. Les assassins affirment qu'ils avaient clairement transmis au gouvernement français leurs exigences dans une cassette parvenue à l'ambassade de France à Alger. Dominique Thiers. Authenticité probable, crédibilité totale, c'est ainsi que les autorités françaises qualifient ce document attribué au GIA. Il annonçait hier l'assassinat des 7 moines trappistes enlevés le 27 mars dernier en Algérie. Le communiqué précisait alors des éléments jusqu'ici inconnus. Le 30 avril 1996, lit-on dans le texte, un émissaire remettait à l'ambassade de France à Alger une cassette audio prouvant que les moines étaient toujours en vie. Cette information est aujourd'hui confirmée par le Quai d'Orsay. Il est exact qu'à cette date, des documents nous ont été adressés, documents faisant état du fait que les religieux étaient encore en vie quelques jours plus tôt. Le document audio remis à l'ambassade de France a été enregistré le 20 avril. En fond sonore, un bulletin d'information radio permet d'authentifier cette date. Les moines otages se présentent tour à tour, distinctement. Si vous ne négociez pas, disent-ils, ils vont nous tuer. Ils reprennent aussi les termes du communiqué
publié 2 jours plus tôt, le 18 avril, dans une revue proche du GIA. Les preneurs d'otages y exigeaient la libération de prisonniers détenus en France, ainsi que celle d'Abdelhak Layada, un des chefs du GIA, emprisonné en Algérie. À Paris, pendant 2 mois, la direction de la sécurité du territoire a été mobilisée. Le général Rondeau, expert aguerri, a fait de nombreux voyages en Algérie. Le dernier remonte à quelques jours, mais officiellement, pas question de négociation. Des contacts avaient été pris en Algérie, mais il n'y a pas eu de négociation et il ne peut pas y avoir de négociation. Comment voulez-vous qu'on envisage un seul instant de négocier avec des assassins aussi barbares? Stupeur, affirmait hier le premier communiqué des autorités françaises. Le mot était choisi. Apparemment, rien ne laissait entrevoir l'imminence d'une issue tragique. En Algérie aujourd'hui, le vendredi étant jour férié, aucune réaction officielle. La presse locale n'évoque même pas la nouvelle. En revanche, l'homme de la rue, lui, la commande. Jacques Merlino est sur place, Véronique Tavo. La presse algérienne observe toujours le silence sur la mort des 7 moines français. Mais l'information diffusée par les médias étrangers captés à Alger s'est vite répandue dans la population. Je ne vois pas pourquoi on les a tués. Parce qu'ils rendaient service aux gens, etc. Et puis, ils ne faisaient pas de la politique, quand même. Ils étaient neutres. C'est-à-dire vis-à-vis de l'islam, où ils avaient leur religion, ils n'ont pas fait de tort. C'est-à-dire aux Algériens. Alors je ne vois pas pourquoi on les a tués. Ça c'est la politique, on a la politique, ça me dépasse. Je n'arrive même pas à vivre. Donc comment voulez-vous, je m'occupe de la politique. Et puis à l'évêché d'Alger, Monseigneur Tessier exprimait sa tristesse. Jusqu'à hier soir, il avait gardé l'espoir. C'est une épreuve, mais en même temps on reçoit le message qu'ils nous adressent. Ils ont voulu être dans un temps d'épreuve, un signe de paix là où ils vivaient, à Tipharin, de solidarité, un signe de confiance dans l'avenir. Par conséquent, ils nous laissent là un message très fort et nous voudrions recevoir ce message qui nous invite à la fidélité, à notre vocation ici. Aucune information ici à Alger, aucun communiqué du gouvernement. Sur les chaînes de la radio nationale comme sur les ondes de la télévision, l'information n'a toujours pas été donnée. Et si les Algériens ont été informés, c'est uniquement par le biais des antennes paraboliques et des chaînes françaises ou par les radios étrangères. Il n'est pas non plus fait mention du communiqué du GIA. Alors c'est aujourd'hui vendredi, jour de congé en Algérie. La presse ne paraît pas, mais cela n'explique sans doute pas tout. Alors pourquoi ce silence des autorités? C'est la question que les Algériens se posent ce soir. Dernière réaction en date, celle du Front islamique du Salut qui condamne fermement le meurtre des 7 moines français. Au téléphone, un représentant du FIS en Europe, contacté ce soir à Bruxelles. Le FIS condamne fermement l'acte odieux perpétré contre les 7 religieux et nous considérons que cette action est contraire au principe même de notre religion qu'est l'islam. Je réitère les positions de principe de mon parti, le Front islamique du Salut, qui dénonce tout acte visant des innocents, quelles que soient leurs opinions politiques, leur sexe ou leur confession. Cet après-midi, à la mosquée de Paris, une prière a été dite à la mémoire des 7 moines français. Un représentant de l'archevêché de Paris s'est rendu sur place, mais Monseigneur Lustiger, qui devait venir initialement, n'est finalement pas venu. Marc Maisonneuve, Frédéric Delarue. Monseigneur Lustiger s'est décommandé. C'est un évêque auxiliaire, Monseigneur Fricard, qui viendra. Une trentaine de minutes après la prière du vendredi, il ne reste que des journalistes et le recteur de la mosquée. Monseigneur, veuillez accepter notre compassion, le partage dans l'épreuve. Monseigneur, pourquoi est-ce que le cardinal Lustiger ne s'est-il pas déplacé lui-même ici à la Monseigneur Lustiger avait là, encore une fois, des obligations et je suis habituellement celui qui le représente dans cette situation-là. Une situation délicate où un mot du cardinal Lustiger a choqué les fidèles. Nous n'arrivons pas à comprendre la déclaration violente de Monseigneur Lustiger d'hier, à savoir qu'il demande à tous les musulmans d'extirper la haine qui est en eux. Je ne pense pas qu'on soit animé de haine, dans la mesure où nous sommes là, dans la mesure où nous dénonçons ces crimes barbares. À la mosquée de Paris, on craint surtout qu'il y ait confusion entre musulmans et terroristes islamiques. La communauté musulmane n'est pas du tout la communauté de la haine, elle n'est pas la communauté de la violence, même si
au sein de cette communauté, il y avait dans tel ou tel pays des actions violentes qui se revendiquent de l'islam. Ce n'est pas parce qu'il y a un foyer infectieux en Algérie qu'on veut mondialiser l'événement. Après la prière, les fidèles se réclamant d'abord d'un islam modéré disent ne pas comprendre l'assassinat des 7 moines français. Le président de la République, M. Jacques Chirac, dans un communiqué, a salué la mémoire des 7 moines français, espérant que leur sacrifice servira de leçon face aux forces de la haine et de l'intolérance. C'est à Bordeaux que le Premier ministre, M. Alain Juppé, a officiellement réagi aujourd'hui en demandant à tous les Français de quitter l'Algérie puisque leur sécurité ne peut plus être assurée. M. Juppé. Même si nous n'avons pas encore d'authentification ou de confirmation absolue, il est maintenant certain que les 7 moines trappistes ont été assassinés dans des conditions qui vont au-delà de tout ce que la barbarie a déjà produit. Ce sont des meurtres programmés, prémédités, à l'encontre d'hommes qui vivaient leur foi dans la pauvreté, dans l'esprit de solidarité et de sacrifice. Ils ont poussé ce sacrifice jusqu'au terme et cela inspire bien sûr respect et admiration et je voudrais penser à leur famille. J'éprouve par ailleurs un sentiment de colère et d'indignation devant tant de cruauté, je le répète, tant de barbarie. Je voudrais aussi dire qu'il faut maintenant que tous nos compatriotes présents en Algérie, nous leur avons dit à plusieurs reprises, quittent ce pays puisque leur sécurité ne peut plus être assurée et rejoignent le territoire national. Je sais bien que beaucoup de religieuses et de religieux veulent encore poursuivre leur sacerdoce ou leur ministère sur place, mais je lance vraiment un appel à eux-mêmes et à leurs autorités pour qu'ils puissent regagner la France. Condamnation unanime donc en France à la suite de ces 7 meurtres. M. Robert Rue du Parti communiste insiste sur le caractère insupportable de ces assassinats et M. Lionel Jospin fait part de ses sentiments d'horreur et de compassion pour le courage de ces religieux. Il annonce qu'il participera à la manifestation à la mémoire des 7 moines français mardi prochain à Paris. Une initiative de M. Bayrou, le ministre de l'Éducation nationale. On les écoute tous les deux. Nous n'avons pas les armes du fer, les armes du sang. Nous n'avons pas de couteau dans nos poches et nous ne voulons pas en avoir. Mais ce n'est pas une raison pour rester inactif et impuissant en face de cette horreur. Nous voulons au moins manifester par notre présence, en nous tenant la main, quelles que soient les différences de nos attitudes, nous voulons manifester que nous croyons à quelque chose, que nous avons un idéal de, même si c'est naïf, de générosité et de fraternité. J'ai dit oui, spontanément et immédiatement, et je pense que nous devons nous rassembler, toutes les forces politiques, sur certaines causes qui l'impliquent, et que nous devons dire non à la barbarie, non à la violence, et nous devons dire notamment qu'en Algérie, seule la voie de la paix et de la démocratie ouvriront à nouveau un avenir à ce peuple, et nous devons aussi dire notre émotion devant ce crime effroyable. À noter que toutes les forces politiques françaises ont donné leur avis positif ce soir à l'initiative donc de M. Bayrou mardi prochain à Paris. Notez enfin que dimanche prochain, après-demain, toutes les églises de France sonneront le glas à la mémoire des 7 moines trappistes français assassinés en Algérie. À Bangui, la capitale centrafricaine, les négociations se poursuivent avec les militaires rebelles. L'évacuation des étrangers se termine. Aucun incident très grave n'a marqué cette journée. Reportage sur place, Philippe Rochaud, Marcel Martin. Ne faites pas la guerre chez nous, allez au Liban. Il ne fait pas bon être français dans certains quartiers de Bangui. Quand les convois militaires passent, les petits groupes hostiles se forment spontanément. Difficile de distinguer les mutins des forces loyales, mais les gens ne cachent pas leurs sentiments contre le régime, comme cet instituteur. C'est une expression de la famine. C'est un peuple qui a mis beaucoup d'espoir pour le président de la République ou encore le régime en place. Mais malheureusement, ce qui se passe depuis les 2 ans, c'est pas ce qu'on attendait. Même les promesses qui ont été faites, aucune de ces promesses n'est réalisée. Qu'est-ce que vous pensez des manifestations anti-françaises qui ont eu lieu hier? Bon, tout simplement, moi je pense que c'est une expression, c'est une forme d'expression et ça pourrait instruire la France à voir à peu près ce qu'il faut défendre et ce qu'il ne faut pas défendre.
Mais c'est pourtant la France qui a rétabli l'ordre. Il y avait un rendez-vous pour les ressortissants. On passe par tous les points, ramasser ceux qui veulent partir. Dans ce climat hostile, le 2e régiment d'infanterie de marine va rechercher les Français et les étrangers encore bloqués dans la ville. Les scènes de pillage apparaissent partout, mais les mutins se sont repliés. Les soldats français vont chercher 2 coopérants, professeurs, bloqués chez eux depuis une semaine et qui vont regagner la France. Il y a eu des tirs, des pillages, mais on était dans la zone préservée là, par les gardes présidentielles et ensuite par les militaires français. Quand vous entendez les manifestations anti-françaises, tout ça, quel sentiment ça fait chez vous? Je pense que c'est plus complexe que ça. C'est pas anti-français, je crois que ça dégénère même en rivalité ethnique. Pour Bernard, les combats ont resserré l'amitié avec les Centrafricains. Il sait qu'il ne reviendra pas ici et les adieux sont durs. Mais Bernard a vu que la paix n'était pas pour demain, comme le millier de Français qui sont déjà partis. Les négociations qui se déroulent actuellement à Bangui ont lieu entre les militaires rebelles et le président élu Ange Patassé, avec le concours actif de l'armée française qui est donc sur place, vous l'avez vu. Je vous propose d'entendre une interview exclusive du président centrafricain, M. Ange Patassé, réalisée par Dorothée Olyric et Dominique Merlin. La nature de mutinerie change. Ça devient maintenant un mouvement de rébellion contre l'autorité établie. Pour vous, il est hors de question de démissionner? Mais je suis élu par le peuple. Ce n'est pas une poignée de gens qui vont me demander de démissionner. Si on est démocrate, si on veut dans un état de droit, c'est normal qu'il y ait des revendications par-ci par-là, mais on ne peut pas me demander constitutionnellement de démissionner. C'est inconcevable. Alors sur place, nous rejoignons maintenant Philippe Rochaud. Philippe, bonsoir. Bien alors Philippe, on a vu la manière dont les militaires français évacuent les étrangers. Ce que l'on voudrait savoir ce soir, c'est où en est cette négociation. Est-ce qu'il y a une issue politique prévisible dans les jours qui viennent? Il y a une issue politique à condition qu'il y ait beaucoup de concessions de part et d'autre, mais pour l'instant les négociations piétinent, elles seront certainement très longues. On dit que le président Patassé aurait accepté une amnistie pour 20 mutins qui étaient emprisonnés. On dit aussi que les 3 personnalités politiques qui sont détenues en otage pourraient être libérées. En tout cas, les mutins ont dû céder à la force des militaires français qui ont fait cette offensive décisive avant-hier contre la radio, et finalement cela a un peu bousculé leur état d'esprit, et donc ils ont accepté ils sont en position de faiblesse aujourd'hui, donc ils sont contraints finalement à la négociation. D'ailleurs pour cela le président Patassé a appelé pour demain à une grande marche, et on se demande évidemment comment se terminera cette grande marche, en opposition ou alors favorable au président Patassé. Philippe, encore une question. Est-ce que ces militaires ont vraiment l'intention depuis le début de prendre le pouvoir, ou bien est-ce qu'ils sont, disons, débordés par les événements? Disons qu'au début, ils avaient l'intention de prendre le pouvoir, mais dès l'instant où la France, où les soldats français, les militaires français restaient et où le président Patassé pouvait bénéficier de la France, il est évident que tous leurs espoirs sont à présent perdus et qu'ils sont obligés, ils sont contraints à la négociation, et c'est ce qu'ils font actuellement. Merci Philippe. Revenons en France. En Corse aujourd'hui, on commente abondamment la déclaration de l'ancien Premier ministre Raymond Barre hier sur l'indépendance de l'île si les Corses le voulaient ainsi. Et ce matin, ce sont les policiers qui manifestaient, réfutant comme les magistrats, il y a quelques semaines, les accusations portées contre le sérieux de leur travail. Jacques Cardoz, Patrick Desmully. C'est la première fois qu'une scène comme celle-ci se déroule en Corse. Une trentaine d'officiers du SRPJ d'Ajaccio qui se rassemblent devant la préfecture. Un sentiment de désarroi, un climat d'insécurité. Les policiers corses se retrouvent dans la même situation que les juges la semaine passée, et c'est de cela dont ils veulent parler. Voilà, une motion qu'on dépose simplement au préfet de police. Il va en prendre connaissance et par la suite, il décidera des mesures à prendre. Mais on ne peut pas en dire plus. La motion, vous l'avez, on ne peut pas en dire plus sur la motion. On s'en tient à cette motion. C'est un sentiment de ras-le-bol? C'est un sentiment, effectivement, de mécontentement. Depuis novembre dernier, disent-ils, la pression ne cesse d'augmenter. 3 délégués ont donc déposé une motion au préfet de police d'Ajaccio ce matin. Ils s'interrogent sur leur mission en Corse et dénoncent, je cite, l'apathie de leur hiérarchie suite au communiqué du FLNC Canal Historique. Un malaise profond à l'hôtel de police d'Ajaccio et une discussion qui revient sur toutes les lèvres, l'indépendance de la Corse, suite aux déclarations de Raymond Barre. Dites à M. Barre qu'il s'occupe un peu de chez lui.
Vous pensez que les Corses ne veulent pas de l'indépendance? Mais bien sûr, les Corses, ils sont français. Ça n'engage que lui, mais enfin pour un homme politique, je trouve que c'est quand même un peu léger. Et les Corses d'évoquer les conséquences financières d'une indépendance pour ses habitants. Déjà qu'il y a des problèmes, on a du mal à s'en sortir, alors sans l'État français, je pense que ça serait pire. Si les bateaux sont 2 jours en grève, il n'y a plus rien à manger. Non, alors il y a comment? C'est de la bêtise tout ça. Vous voulez l'indépendance? Alors, si les propos de Raymond Barre ont peut-être été appréciés par quelques indépendantistes, le sentiment est loin de faire l'unanimité. Le président de la République, M. Jacques Chirac, participait ce matin aux cérémonies du 50e du commissariat au plan qui se tenait à la Sorbonne. Pour le chef de l'État, il faut redonner toute sa place au plan comme outil de prospective, mais aussi de concertation et d'évaluation des choix publics. Le commissaire Féval est une célébrité dans la police parisienne. Il est le petit-neveu de l'auteur du célèbre roman Le Bossu, mais il était surtout le numéro 2 de la brigade de répression du banditisme. Il se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés pour avoir averti l'un de ses amis restaurateurs qu'un service de police le soupçonnait de trafic de drogue. Et le restaurateur était réellement un trafiquant. Philippe Boissry, José Boulestex. Ils sont 26 prévenus, mais on ne parle que de lui. Philippe Féval, commissaire numéro 2 de la brigade de répression du banditisme au moment des faits, est aujourd'hui accusé de complicité de trafic de stupéfiants. L'histoire contenue dans ces volumineux dossiers est classique. Un trafic d'1,5 tonne de cannabis et de 80 kilos de cocaïne entre le Brésil, le Maroc et l'Europe. Des voitures spécialement aménagées à cette fin. Le poteau rose découvert par les policiers, la filière est remontée. Elle mène à ce restaurant parisien. 2 Sud-Américains s'y présentent. Ils proposent de la drogue au patron, Roland Pléga, soupçonné d'être la tête du réseau. Le commissaire Féval, client des lieux, fait échouer l'opération en révélant à Pléga, un de ses indicateurs, qu'il s'agit de 2 policiers. Une imprudence pour ses avocats, pas une complicité. On plaide la relaxe, il y a peut-être une erreur au départ effectivement, mais erreur encore une fois qui intervient auprès de quelqu'un dont le commissaire Féval ne peut absolument pas soupçonner un seul instant qu'il serait lié à un trafic de stupéfiants. Un procès prévu jusqu'au 14 juin où les méthodes des policiers risquent aussi de se retrouver en cause. Celle des liens privilégiés avec les indicateurs, celle également consistant à vendre de la drogue aux trafiquants pour mieux les confondre. Pour sa défense, Philippe Féval a fait citer 2 témoins de poids. Claude Cancès, à l'époque patron de la police judiciaire, et son ancien supérieur hiérarchique. 2 témoins de moralité pour un homme qui reconnaît avoir trébuché, mais qui ne voudrait pas chuter. Les douaniers français ont réalisé une très belle prise au col du Pertuis dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui. 33 tonnes de cigarettes de contrebande dissimulées dans un semi-remorque en provenance de la principauté d'Andorre et en direction de la France. Une nouvelle avancée dans la lutte contre le sida. L'efficacité d'un test qui permet de mieux évaluer les traitements à appliquer aux séropositifs est confirmée. Ce test permet également d'en vérifier l'efficacité. Jean-Daniel Flézaquier, Pierre Moscovici. Dans ce tube de sang, il y a des milliers d'exemplaires du virus HIV, le virus du sida. Et cette technicienne va aller casser ces virus afin d'en extraire un élément hautement caractéristique, l'ARN. But de cette manœuvre, réaliser un test qu'on appelle mesure de la charge virale. Il y a encore peu, on ne savait pas mesurer la présence directe du virus dans un prélèvement. On avait un moyen très indirect, rechercher des cellules de défense qu'on appelle T4 ou CD4 et qui étaient les témoins de l'agression virale. Pouvoir maintenant connaître précisément la quantité de virus apporte un avantage très important, mieux surveiller et mieux traiter les patients séropositifs. Il a été montré donc que des chiffres élevés de charge virale prédisaient de façon plus puissante l'évolution de la maladie que la simple mesure des lymphocytes CD4. Donc nous avons recommandé que dans certaines conditions de résultats de mesure de charge virale, on puisse décider de l'instauration d'un traitement en fonction de ces résultats. Donc c'est certain que ce test aura et a déjà un intérêt dans l'instauration du traitement. Deuxième intérêt, le suivi du traitement. Si ce dernier est efficace, la charge virale sera 100 fois, 1000 fois, voire 10 000 fois plus faible. Seul problème, la technique est extrêmement difficile à bien maîtriser. Et cet examen n'est effectué pour l'instant que par quelques laboratoires hospitaliers spécialisés. En bref, après les grèves d'hier, retour à la normale sur l'ensemble du réseau SNCF tout au long de la journée d'aujourd'hui.
Et puis la Tour Eiffel a rouvert cet après-midi ses portes et surtout ses ascenseurs. Après 5 jours de grève du personnel, on enregistre en cette saison environ 12 à 15 000 visiteurs par jour qui vont être tout heureux de retrouver les ascenseurs de la Tour Eiffel. Et puis enfin Air Inter, le comité d'entreprise a refusé d'examiner cet après-midi le plan social du président, M. Christian Blanc, s'estimant mal informé sur l'aspect social, le volet social de ce projet. Le président de France Télévisions, Jean-Pierre Elkabbach, a présenté aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, son plan de réforme des contrats d'animateurs-producteurs. Pour le président du CSA, M. Bourges, ces propositions sont constructives. Patricia Charnelet, Michel Gianoulatos. Changement de ton. Après les critiques lancées ces derniers jours par Hervé Bourges, le président du CSA, contre Jean-Pierre Elkabbach, le président de France Télévisions, la rencontre entre les deux équipes ce matin s'annonçait tendue. Pourtant, à la sortie, et dans les deux camps, on se félicitait de la qualité du dialogue. Ce que je peux vous dire, c'est que cette rencontre s'est passée comme la précédente, dans un excellent climat. Comme le CSA le lui avait demandé, Jean-Pierre Elkabbach a donc fait une série de propositions pour réformer, en particulier, la situation des animateurs-producteurs. Je serai le réformateur de ce système. Soyons fiers de ce que nous faisons, corrigeons nos erreurs, nos maladresses, l'héritage, un système qui a fonctionné et que j'ai dénoncé depuis longtemps, depuis 10 ans. Remettons-nous sur des rails plus moraux et plus éthiques. Je crois que l'heure est venue et que de ce mal sorte un bien pour la collectivité et pour le téléspectateur. Merci beaucoup. Le développement de la production interne, une plus grande maîtrise du coût des émissions, des stars du petit écran, font partie des réformes proposées. Elles seront exposées au personnel de la télévision publique la semaine prochaine. Et ce soir, l'intersyndicale de France Télévisions estime pour sa part que le président Jean-Pierre Elkabbach n'est plus crédible pour mettre en œuvre une telle réforme. C'est demain à Nîmes que Cristina Sanchez, 24 ans seulement, rentrera officiellement dans la légende de la tauromachie en recevant l'alternative, c'est-à-dire la consécration officielle du torero. Elle est dans l'histoire la première femme espagnole à être ainsi acceptée dans un univers jusqu'à présent uniquement réservé aux hommes. Cet événement aura lieu dans le cadre de la Feria de Nîmes qui a débuté hier soir. Philippe Visserias, Frédéric Bonnet. 500 kilos de muscles et de rage. Si vous bougez, il vous charge. À Nîmes, au début de la feria, c'est toujours la grande question. Si les taureaux sont vaillants, la corrida sera réussie. Pierre ne perd jamais une miette de ce spectacle. Il est là dès le premier jour, il ne quittera l'arène qu'après le dernier combat. Et c'est ainsi depuis son enfance. 12 ou 13 ans, on passait à travers les grilles, parce qu'on n'avait pas de sous. Et on rentrait, on regardait nos corridas, le plus près possible. Et ça, c'était notre passion. Au petit matin, bien avant la corrida, le taureau est déjà au centre de toutes les préoccupations. Moment solennel, les représentants des toreros tirent au sort la bête qu'ils devront combattre. En qualité et en notoriété, Nîmes n'a rien à envier à Madrid ou à Séville. Ces animaux arrivent tout droit des meilleurs élevages andalous. C'est un animal qui est fait pour combattre, qui est sélectionné pour combattre et pour être prêt. Il est prêt, cet animal aussi, à mourir dans l'arène. Le taureau de combat, dès sa naissance, il peut avoir 3-4 heures. Déjà, il attaque et fonce sur l'homme. Même si à la fin, c'est presque toujours l'homme qui gagne. La corrida, fascinante et sanguinaire, est le noyau de la feria. Mais ces temps-ci, l'arène ne sert pas qu'à la mise à mort du taureau. Pendant 5 jours, la corrida est surtout un prétexte pour faire la fête, nuit et jour, sans relâche. Une autre fête se prépare, Roland Garros. Le tournoi de tennis commence lundi prochain. Les stars débarquent les unes après les autres. Monica Seles est encore incertaine, mais finalement, Sampras et Muster joueront. Cette année, André Agassi est donc considéré comme le grand favori. François Brabant, Éric Delagneau l'ont rencontré. C'est fin, c'est délicat, c'est le charme à la française. C'est un palace parisien où l'élégance est de rigueur. Mais les palaces, on s'en lasse.
Boule à zéro et liquette de sport, avec André Agassi, on va changer de créneau. Les salons dorés, c'est pas son truc. Pour le joueur le plus rock'n'roll du monde, rien ne vaut une bonne balade en voiture. Bon, on est prêt, André? Et c'est parti pour un tour. Mais si Agassi est à Paris, c'est pas pour faire du tourisme. L'Américain a déjà été 2 fois finaliste à Roland-Garros et franchement, il a aucune envie d'en rester là. Depuis quelque temps, on pensait avoir perdu le champion et retrouvé l'adolescent. On s'était trompé. D'ailleurs, avec Agassi et ses amis, on se trompe tout le temps. Hey, vous pensez que c'est moi le joueur de tennis? Non, non, le joueur de tennis, c'est bien lui. Mais un joueur pas bien fringant. Pour sa seule sortie de l'année sur terre battue à Monte-Carlo, il a perdu au 2e tour contre Costa en 2-7. Il s'est même fait copieusement siffler. Pas de quoi mettre en confiance avant Roland-Garros? Ben là encore, on se trompe. Bah d'abord, je joue pas trop mal au tennis. C'est pas une bonne raison déjà, ça? Ma maman, elle pense même que je suis vachement bon. Mais depuis l'an dernier, il y a un autre poids lourd qui règne à Roland-Garros. Thomas Muster est le maître absolu de la terre battue et en plus, il n'aime pas les Américains. Il vient même à Rome de les traiter de trouillards, dégonflés et pire encore. Sur terre battue, Muster a une grande confiance. Il s'y sent sûr de lui. Mais sur d'autres surfaces, c'est une toute autre histoire. Je lui dirai en face ce que j'en pense. Mais là, je préfère ne rien dire. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais il y a plus urgent. Et ce mariage avec Brooke Shields, ça vient? On n'a pas fixé de date encore. On vit les choses étape par étape. Mais quand on aura décidé, vous serez les premiers avertis. Bon, en attendant d'être invité, on a laissé André continuer. La balade d'Agassi à Paris ne fait que commencer. Les transferts en football maintenant, on est en pleine saison, ce n'est pas encore officiel, mais c'est sûr. Le Bordelais Zinedine Zidane jouera l'année prochaine à la Juventus de Turin, le nouveau champion d'Europe. En cette fin de saison, de nombreux joueurs français sont sur le point de s'expatrier, ce qui prouve leur talent, mais ce qui pose un problème réel à l'entraîneur de l'équipe de France, Aimé Jacquet, qui à 15 jours de l'Euro 96, trouve que ses joueurs ont un peu la tête, disons, ailleurs. Yann Lavoie, André Germain. Inquiet, tout au moins dubitatif, Aimé Jacquet, entraîneur d'une équipe qui ne cesse de prendre de la valeur sur le marché des transferts. Sur les 22 boys qui iront à l'Euro, 8 joueront à l'étranger la saison prochaine. 4 autres encore sont en instance de départ, dans l'attente. Une situation difficile à vivre pour les joueurs comme pour l'entraîneur. C'est une phase qui est très dure pour les joueurs. Mais cette phase, j'ai essayé de faire comprendre qu'elle était moins importante que ce que nous allons vivre. Donc maintenant, c'est l'équipe de France. Nous sommes dans l'équipe de France. À partir de là, il faut savoir que les joueurs ont des obligations. Moi, j'ai fait mes choix. Je leur ai fait confiance. S'ils me trahissent en se dispersant, bien très rapidement, je prendrai des dispositions. J'espère être fixé dans fin de semaine prochaine. Donc à partir de là, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des matchs à préparer, des matchs amicaux. Donc dès que tout ça rentre en place, il faut tout oublier et pas penser. Je m'inquiète quand même pas trop sur mon avenir, quoi. Nous non plus. Dugarry voudrait partir en Italie, rejoindre Zidane à la Juventus, Thuram à Parme ou Djorkaeff à l'Inter de Milan. L'avenir de ces garçons qui ont pour beaucoup moins de 25 ans est en train de se jouer à coups de millions et sur toutes ces tractations, même entre eux, le silence est d'or. Ils sont assez discrets, ils n'en parlent pas trop et ils sont pénibles parce qu'on va bien voir le championnat tous ensemble, mais je pense que ça va se faire assez rapidement parce que pour eux ça sera beaucoup mieux. Le groupe France vit là des moments cruciaux et le champagne, c'est surtout au soir du 30 juin qu'Aimé Jacquet aimerait le boire, avec 22 champions d'Europe. Beaucoup de fêtes ce week-end dans le sud après la feria de Nîmes. Aujourd'hui a commencé le traditionnel pèlerinage des Gitans venus de toute l'Europe au Sainte-Marie de la Mer. Les années passent, la ferveur, elle, reste intacte. Yannick aussi, Gérard Gallian. Tout au long de la procession, chacun veut toucher Sainte Sarah, la patronne des Gitans, portée à travers la foule des fidèles jusqu'à la plage. Les plus fervents n'hésitent pas à marcher dans l'eau où, selon la légende, Sarah attendait l'arrivée des Saintes Marie, Jacobée et Salomé. Ils sont arrivés par la mer, elle attendait la venue. C'est naïf, mais c'est très beau. Ouais. Et donc on va à l'endroit où elle attendait, quoi. Et ils sont chaque année très nombreux à attendre Sainte Sarah, sur le toit, sur le parvis et tout au long du parcours. Des touristes, mais surtout des fidèles qui viennent parfois de très loin, comme ce gitan qui arrive d'Inde.
J'appartiens à cette culture. Vous voyez, tous les gitans sont pendjabis et moi je viens du Pendjab. Fatalement, une manifestation de cette ampleur entraîne quelques dérives qui donnent parfois des airs de fête foraine. Si certains gitans viennent ici juste pour se retrouver, chez la majorité, la foi est solidement ancrée. C'est comme un aimant qui nous pousse là. On est obligé de venir et puis on dit tiens Sarah, on arrive, on veut te voir. Les festivités se termineront dimanche avec des courses de taureaux. Le folklore camarguais reprend ses droits. Les gens du voyage retrouveront la route pour mieux revenir dans un an. Leur naissance remonte à 1975, il y a 20 ans très exactement, que ce groupe australien tient le haut du pavé dans le hard rock AC/DC. Ils sont ce soir à Bercy. Jean-Jacques Dufour, Bernard Puissesson. Bonjour. Vous parlez français? Ça va? Quoi de nouveau? Toujours hard rock? Toujours rock'n'roll. Toujours fidèle au hard rock, Angus, évidemment, puisque contrairement à certains de ses copains musiciens qui tâtonnent en cherchant une note, la note, lui, il l'a trouvée dès le début. Résultat, il s'éclate en déversant des torrents d'énergie avec une musique qu'il a été chercher dans un mélange de rock et de blues. Oui, oui. Tu écoutes les Rolling Stones, dans leur musique, il y a du blues. Dans AC/DC, il y a aussi du blues. Tu écoutes le style de notre musique, et tu l'analyses, il y a du blues derrière. Dernier mohican du genre, AC/DC se moque des modes et des critiques. Il ne cherche ni respectabilité, ni justification artistique. D'ailleurs, pourquoi faire? Ce qui est formidable, c'est que ça fait 15 ans que ça dure comme ça. Moi, je les ai vus en 79, 80, 81, 82. C'est exactement la même foule, la même puissance, la même dépense physique. Angus, c'est quelque chose. Ils savent toujours autant faire bouger les foules, quoi. C'est ça qui est formidable. On est né avec un CDC. On est né avec ça. On avait ça déjà dans les oreilles. Et qu'est-ce que vous leur trouvez de spécial? La façon de jouer, le ton, c'est excellent. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Et ça va passer Sourd. C'était bien, oui. Exploser, tout, haché partout. Ressortant explosé et sauré façon laverie automatique, ce monsieur doit quand même savoir qu'Angus joue parfois doucement, mais pas sur scène. Pourquoi pas sur scène? Ça, c'est mon truc personnel, intime. Je joue doucement pour m'amuser. Des fois, j'imagine même que je suis un joueur de flamenco. Mais ça, je ne le dis pas au public. Le public te connaît et vient pour la musique d'AC/DC. Et leur public aime une musique qui rentre dedans, des riffs qui dégagent. Le nez dans le guidon, Pierre et têtu, c'est ce qu'ils font depuis 20 ans. Une constance qui a valeur de vertu. Voilà, les prochains rendez-vous avec l'information dans un instant, la météo avec Sophie Davant, ensuite le point route, Valérie Maurice à la veille de ce grand week-end. Plus tard, l'édition de la nuit, Florence Daucher, suivie de Géopolis de Claude Sérillon, consacrée ce soir à l'Albanie. Demain à 7h, thé ou café, Catherine Sellac recevra notamment Madame Arlette Laguillet. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Je vous donne rendez-vous demain dès 13h. Bonsoir. Guy Marchand, détective, est sur une piste. C'est parce qu'il est poilu qu'il a du flair. À tout de suite.
C'est exacerbé aujourd'hui le sport, le spectacle du sport. Faut pas se prendre la tête avec ça. C'est formidable, mais il faut le prendre en tant que tel. Il y a des choses éminemment plus importantes que tout ça, quoi. Alors quand on est investi dedans, c'est très important d'être présent. Parce que c'est notre vie, on joue notre peau. Mais quand il y a coupé, on enlève le costard et on rentre chez soi. C'était au nom du sport avec Intersport. Respectons les règles du jeu. La vie est pleine d'imprévus. Un jour les aftes, mal aux dents, bien mal aux gencives, et on ne va pas la changer. Dans chaque famille, un jour ou l'autre, Synthol, ça fait du bien là où ça fait mal. Synthol est un médicament. Nouvelle Golf TDI 110 chevaux, le diesel qui mériterait de s'appeler GTI. Tout pousse à utiliser une débroussailleuse Husqvarna. Pour la première fois, avec les verres ultra légers Varilux Transition, vous pouvez supprimer tous les handicaps liés au temps. Grâce à l'association de la technologie Varilux et de la teinte variable Transition, vous voyez net de 0 à l'infini, quelle que soit la lumière. Je suis en panne de voiture. Garage Martin, 30 20 12 12. Demandez Vincent, chef mécano. Évidemment, chez Mercure, ils ont réponse à tout. Des heures penchées sur toi. J'ai le vertige. Opium. Je nous regarde. Je suis homme. Tu es femme. C'est notre secret. Et c'est toi qui le portes. Opium. Pour celle qui s'adonne à Yves Saint Laurent. Sport de Troyes vous donne rendez-vous avec Peugeot 306 et Perrier. Roland Garros, du 27 mai au 9 juin, c'est sur France 2. Sur France 3. Sur France 2. Sur France 3. Sur France 2. Sur France 3. Demain sur France 3, dernière image du bonheur. Papa, je vais tout mettre sur le tapis, je crois que ça vaut mieux. Je vois Marie depuis un an. Oh, le sardin à napalm. Il faut le camp de la maison. Ton François, il a intérêt à redémordre et vite fait de son idée de mariage avec l'autre saleté. Quelqu'un devra payer pour un secret longuement mûri. C'est pas ma fille. C'est la fille d'un boche. La loi est dure. Marie? Mais c'est la loi. Marie, tu es là? L'amour condamné à l'exode. Demain, 20h50, les feux de la Saint-Jean, sur France 3. Un patrimoine géré de 255 milliards. Plus d'1 milliard de bénéfices en 95. Des dividendes chaque année depuis plus de 20 ans. Un assureur traditionnel en automobile et en habitation. Des positions clés sur les marchés d'avenir de l'assurance. Entreprise, vie, retraite, santé. Devenez actionnaire des AGF. Une valeur sûre dans un métier d'avenir. Entre, il y a une raquette pour toi dans le bureau de mon père. Hé, ça marche, on va pouvoir s'amuser. Arrête, mon père va nous tuer. Fiat Bravo, la compacte tracée. Fiat Brava, la berline de caractère. Agrandis. Laisse-moi faire. L'autre aussi. On continue? Allez, vas-y. Tu te vois au volant? Attends.
qu'on est là. Il y a déjà un équipement stéréo. Et les moteurs essence, tous multi-soupapes. Oui, bon, bah fais voir les couleurs plutôt. Fiat Bravo, Fiat Brava, voiture de l'année 1996. Alors, on en était aux couleurs. L'Espagne, une passion, la vie. Plus les Jeux Olympiques approchent, et plus les mots dans les temps deviennent importants. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la société de livraison express officielle des Jeux Olympiques de 96 s'appelle UPS. UPS vous garantit la livraison à travers le monde, dans les temps, ou vous rembourse. N'est-ce pas le genre de phrase que vous aimez entendre quand le temps compte pour vous? C'est le prix de l'action AGF. Mardi, il ne vous restera que 2 jours pour souscrire. Devenez actionnaire des AGF. Une valeur sûre dans un métier d'avenir. Aujourd'hui, SFR invente la facturation à la seconde en France. Excusez-moi. Allô? Dès la première minute de communication écoulée, vous ne paierez que ce que vous consommez réellement. Bon, je te laisse, j'ai du monde. Encore plus juste, SFR, le monde sans fil est à vous. Votre lundi de Pentecôte sera bien ensoleillé. Ça, c'est une chose. En attendant, eh bien, les régions méridionales seront nettement favorisées par rapport à la moitié nord qui verra toujours des perturbations défiler d'ouest en est avec une situation générale qui n'évolue pas beaucoup. Il y a toujours une vaste zone dépressionnaire sur les îles britanniques. Toujours un bel anticyclone sur les Açores, mais la nouveauté, c'est qu'on assiste à des remontées d'air chaud et instables qui engendrent une petite instabilité. Alors aujourd'hui, une nouvelle perturbation est arrivée sur la Bretagne et sur les côtes de la Manche en donnant quelques échos de pluie. Ailleurs, la situation était plutôt sèche, avec quand même la formation de quelques ondes orageuses sur le relief du Massif central, sur les Alpes ou sur les Vosges. Voici l'évolution pour demain avec cette image calculée par les ordinateurs de Météo France. Et l'on constate l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur le nord-ouest, alors que cette nuit, la perturbation qui était aujourd'hui sur le nord-ouest devrait nous quitter par le nord-est. En d'autres termes, le ciel sera très nuageux demain matin sur les 3/4 nord du pays avec de faibles pluies encore sur le nord-est et de nouvelles pluies sur la Bretagne, la presqu'île du Cotentin et les pays de la Loire. Entre les deux, un ciel souvent très nuageux, quelques timides éclaircies parviendront quand même à se développer. Puis attention à quelques nappes de brouillard ici dans la vallée de la Garonne. Toujours une petite instabilité des Pyrénées aux Alpes. Et puis ici en Méditerranée, c'est là qu'il fera le plus beau avec des températures vraiment très agréables. Demain matin, 15 degrés ici au Barcarès, 14 degrés à Aigues-Mortes ou 13 à Saint-Florent en Corse. Des températures qui seront douces sur l'ensemble de la France, avec 12 à Paris, 12 à Strasbourg. C'est donc autour de la Méditerranée qu'il fera le plus doux, particulièrement dans la région de Nice. Demain après-midi, on retrouvera notre perturbation sur un quart nord-ouest, avec des pluies qui progresseront vers l'intérieur des terres. Une petite poche d'éclaircies toujours sur le nord-Pas-de-Calais, des éclaircies un peu plus généreuses sur le sud-ouest, et puis la reprise de l'instabilité des Pyrénées aux Alpes, avec des orages qui éclateront surtout sur le relief. Les nuages déborderont même sur le littoral méditerranéen, mais ils laisseront quand même passer le soleil sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Température en légère baisse demain après-midi car il y aura un peu moins de soleil. On perdra 4 à 5 degrés par exemple sur la région parisienne. Il fera un peu plus frais également sur le sud-ouest. Il a fait jusqu'à 27 cet après-midi, mais toujours très doux autour de la Méditerranée avec 26 degrés à Nîmes. Le programme pour dimanche et lundi, ça vous intéresse, je le sais. Dimanche, donc, toujours cette perturbation sur le nord-ouest, un temps qui restera très nuageux sur l'est et puis plus au sud, le soleil devrait bien s'imposer. Et lundi, quelques gouttes de pluie près des côtes seulement, du très beau temps ailleurs, un tout petit peu d'instabilité sur les régions de l'est avec des températures stationnaires. Demain, nous serons le 25 mai. J'espère que vous souhaiterez une très bonne fête au Sophie. On gagnera 2 minutes de soleil. Excellente fin de soirée. Vous avez rendez-vous demain avec Nathalie Riouet. Merci, bonsoir. Darty, le contrat de confiance.
Cet homme a une mission, vous faire savoir que France 2 et Télé Z vous donnent rendez-vous samedi soir pour jouer, gagner et chanter tous en chœur. Pour les garçons. Pour les garçons, les filles à la vanille se déchaînent, se tortillent et sont à croquer dans la fureur des projecteurs qui scintillent. Oh les filles! Et pour les filles, les gars en chocolat jouent les gros bras, se trémoussent et font la nouba. Bravo, merci! Pour les filles à la vanille et les gars en chocolat, les meilleurs moments de la fureur, c'est avec Arthur, samedi soir sur France 2. Point route. Avec Athéna Assurance, plus proche, tout simplement. Bonsoir, et bien tout de suite nous allons faire le point sur cette première vague de départ pour la Pentecôte. Alors si vous devez prendre la route, sachez qu'à l'heure actuelle en Ile-de-France, ça se passe pas trop mal. Toutefois, le PC de Rosny-sous-Bois nous signale entre 8 et 10 km de bouchons en sortie nord et sud de la capitale, c'est-à-dire sur les autoroutes 1 et 6. Et attention, sur la nationale 118, on circule très mal sur à peu près une vingtaine de kilomètres. Donc vous l'avez compris, la 1, la 6, la nationale 118 à éviter pour le moment. Et puis en province, c'est pareil. Vous qui habitez en Haute-Loire et qui devez prendre la route, soyez extrêmement prudents, car la sécurité civile vient de nous signaler de violents orages qui perturbent le trafic. Donc s'il vous plaît, attendez un petit peu pour prendre la route. Alors pour demain, samedi, la journée est classée orange, vous le voyez sur l'ensemble du territoire. En conséquence, Bison Futé vous conseille de quitter les grandes agglomérations plutôt l'après-midi, surtout bien entendu en ce qui concerne la région parisienne. Évitez également les routes et autoroutes du littoral méditerranéen jusqu'à la mi-journée. Et enfin les secteurs côtiers de l'ouest de la France jusqu'en milieu d'après-midi. Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne soirée, soyez extrêmement prudents et on va se retrouver demain juste avant le journal de 13h, aux alentours de 12h45 pour faire le point sur le retour de lundi qui s'annonce ma foi très chargé. Bonne soirée et à demain. C'était Point route avec Athéna Assurance. Tu reviens nous chercher dans 1 heure? 1 heure? J'y arriverai jamais. Pas de panique. Faites appel au génie de Monsieur Propre. Là où d'autres accrochent, Monsieur Propre dégraisse facilement et tout brille. Impressionnant. Quel papa brillantissime tu fais. Monsieur Propre, le coup de génie qui rend le brillant plus facile. Et avec les fraîcheurs citron, lavande et bleu cascade, vous serez sûr de trouver celle qui vous plaît. Ça m'étonnerait qu'on puisse finir à temps. Alors il faut vite renforcer les équipes, non? Bah ouais, mais je sais bien. Pourtant on a fait le maximum. Bon, je vais régler ça. Aujourd'hui, quand on... Premier bilan peut-être de ce match, Jean, on l'a un peu dit, on s'est peut-être un peu répété tout au long de la rencontre, mais ça manque de rythme, de vitesse. Les Français ont tout de même fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire la victoire. Je pense que c'est ce qu'il faudra retenir, un manque de rythme, mais on rentre dans une compétition. Il faut savoir qu'une compétition c'est 7 jours, on a le temps, les Français ont le temps de reprendre du rythme. Mais il faudra tout de même faire de très gros progrès d'ici notamment mardi, parce que mardi c'est la Suède puis l'Espagne, non l'Espagne puis la Suède qu'il faudra jouer. D'ici là il y aura la République tchèque avec un petit accrochage là, oui, de fin de jeu entre Andreasen et Richardson. Il y a eu un mauvais geste de la part du gardien. C'est pas bien grave, faut mettre ça sur le compte de l'énervement. Donc prochain rendez-vous pour l'équipe de France, demain c'est la République tchèque, dimanche la Roumanie et puis mardi on change de lieu. L'équipe de France se retrouvera à Ciudad Real pour jouer successivement l'Espagne et la Suède et l'Espagne. La Suède et l'Espagne. La Suède et l'Espagne. Eh bien voilà, c'était des commentaires de Jean Ferrignac sur des images de la réalisation espagnole. On se retrouve pour parler des handballeurs français dans tous les journaux de la 3 et de France 2 bien entendu. Et puis demain rendez-vous dans tout le sport pour continuer à suivre l'aventure des handballeurs français. Cette fois ce sont les aventures des Français en Espagne. À bientôt. Coupée du monde pendant plus de 45 ans, l'Albanie est-elle un avenir? Réponse avec Claude Sérillon dans Géopolis. A tout de suite.
Alors, est-ce que tu te souviens de ce que tu avais sur le nez? Un angiome. Et c'est quoi un angiome? C'est une boule qui est rouge. Les progrès de la dermatologie et de la chirurgie permettent désormais de soigner et d'effacer la plupart des imperfections qui agressent notre image. Des traitements aux résultats souvent spectaculaires pour se sentir mieux dans sa peau et retrouver le sourire. Les petits mots esthétiques dans Savoir Plus Santé, présentés par Martine-Alain Regnault et François de Closet, c'est samedi à 13h40 sur France 2. Vacances en Rhône-Alpes, choisissez vos couleurs. Aujourd'hui, SFR invente la facturation à la seconde en France. Excusez-moi. Allô? Dès la première minute de communication écoulée, vous ne paierez que ce que vous consommez réellement. Bon, je te laisse, j'ai du monde. Encore plus juste, SFR, le monde sans fil est à vous. Pour transformer le nouveau Flimon Multitrim Révolution de la fonction taille-herbe à celle de coupe-bordure, il suffit de le faire pivoter. C'est tellement simple que le jardin n'a même plus besoin de vous donner un coup de main. Brûlure. Aigreur d'estomac. C'est la nuit que le taux d'acidité gastrique atteint son maximum. Réni Liquide, suspension buvable, a une action immédiate. Réni Liquide tapisse les parois de votre estomac et vous soulage rapidement. Réni Liquide est un nouveau médicament. Bonne nuit. Chronopost a inventé la pochette gonflable Chronopass pour envoyer facilement dans toute la France tout ce qui doit arriver le plus sûrement. Chronopost, qui sait ce qu'on pourra vous apporter demain? Pour protéger les dents contre les caries, les dentistes conseillent de les brosser 3 minutes. Observons les enfants. Première minute, l'énergie. Puis le courage. Enfin, la lassitude. Parce que la première minute est capitale, la recherche Signal a créé Signal Protection Carie. Son système chronofluor libère plus tôt plus de fluor actif et offre une meilleure protection, même après le brossage. N'oubliez pas les conseils de votre dentiste. Signal Protection Carie. Contre les caries, chaque minute compte. Au bout du compte, avec Athéna Assurance, plus proche, tout simplement. À Wall Street vendredi soir, calme plat à la veille du long week-end du Memorial Day. L'indice Dow Jones des valeurs industrielles termine quasiment inchangé, mais néanmoins positif. Une journée bien calme pour l'indice Dow Jones qui fête dimanche ses 100 ans. Le marché obligataire a fermé plus tôt sur une progression de 19,32e, ce qui donne des rendements de 6,84%. Le dollar clôture à 5 francs 22. À Paris, petite hausse sans conviction. Premier jour du nouveau terme boursier de juin, l'indice CAC 40 termine la séance sur un gain de 0,15% dans un petit volume. Les valeurs de distribution étaient toujours très entourées, notamment Doc de France qui gagne plus de 7%, BHV plus de 6%, Comptoir Moderne plus de 5%, Carrefour 1,73% de hausse. Les AGF ont continué à progresser à 147 francs 90. Bonne nouvelle pour le géant américain Ford et pour Mazda, le japonais. La Commission européenne a approuvé vendredi la prise de contrôle du constructeur japonais Mazda par Ford. Ford a annoncé mi-avril qu'il portait sa participation dans Mazda à 33,4% à la faveur d'une augmentation de capital réservée et qu'il prenait la présidence de la compagnie. On se retrouve mardi. D'ici là, les places ouvertes, il y en a peu, vous attendent sur votre Minitel 3615 code France 2. C'était Au bout du compte avec Athéna Assurance. Plus proche, tout simplement.
Madame, Monsieur, bonsoir. Toujours le silence en Algérie, 24 heures après l'annonce par le GIA de l'exécution des 7 moines trappistes français. Les autorités algériennes n'ont fait aucune déclaration officielle, ni livré d'informations sur ces assassinats. En France, en revanche, et partout dans le monde, les condamnations sont unanimes, qualifiant d'actes odieux et barbares ce nouveau défi à la France. Mais avant tout, la communauté religieuse et les proches des victimes souhaitent mettre en avant la volonté de paix et de fraternité des frères de Tibéirine. Laurent Lejob. À l'abbaye de Tamier, en Savoie, 7 cierges brûlent toujours. Personne ne les a éteints à l'annonce de la mort des 7 moines français. Ils s'éteindront d'eux-mêmes. 2 des frères trappistes appartenaient au monastère. C'est peut-être pour cela qu'ici plus qu'ailleurs, on fait part de sentiments contradictoires. C'est à la fois une espèce de... ou le cœur de révolte, en quelque sorte. Oui, le mot, je crois, n'est pas faux. Peut-être parfois même des pensées un peu de vengeance qui nous traversent l'esprit. Et puis en même temps, l'assurance qu'il y a quelque chose là qui s'est vécu et qui n'est pas absurde. Vivre quelque chose qui n'est pas absurde, c'est précisément ce que cherchait Célestin Ringard. Il était parti en Algérie, conscient des risques qu'il encourait. De France, sa sœur a appris la nouvelle de sa mort avec résignation. Il avait tout le temps dit qu'il voulait mourir en Algérie. Alors il est exaucé. De fait, en Algérie comme partout dans le monde, les religieux estiment que la crise actuelle approfondit leur vocation. Il nous laisse là un message très fort et nous voudrions recevoir ce message qui nous invite à la fidélité à notre vocation ici. Nous faisons un vœu de stabilité. Ça signifie vivre la vie monastique dans une communauté, dans un endroit concret, avec des gens concrets, dans un peuple si vous voulez. Et les frères de Tibéirine, toujours ont voulu vivre dans le monde islamique. Et je pense que ça explique un petit peu la choix qu'on avait fait. Mourir pour la vie. Pour la vie, il est vraisemblable que les 300 religieux qui se trouvent encore en Algérie ne quitteront pas le pays, malgré les appels répétés des autorités françaises, malgré la menace toujours plus pressante. Pour Washington, il n'y a pas de place dans l'avenir pour ceux qui massacrent des innocents. Le FIS a également réagi. Le Front islamique de salut déclare cette action contraire aux principes de l'islam. En France, dès vendredi matin, le président Jacques Chirac a fait part de son émotion et de son indignation, confirmant ainsi la mort des 7 moines. Alain Juppé à Bordeaux a encouragé tous les Français à quitter l'Algérie dans les meilleurs délais. Émotion et indignation encore dans la classe politique. La majorité et l'opposition se retrouveront côte à côte mardi prochain pour une manifestation place du Trocadéro. La communauté musulmane, enfin, s'est aussi manifestée. Une prière a été dite à la mosquée de Paris en ce jour de grande prière du vendredi. Marc Maisonneuve et Frédéric Delarue. Monseigneur Lustiger s'est décommandé. C'est un évêque auxiliaire, Monseigneur Fricard, qui viendra. Une trentaine de minutes après la prière du vendredi, il ne reste que des journalistes et le recteur de la mosquée. Monseigneur, veuillez accepter notre compassion, le partage dans l'épreuve. Monseigneur, pourquoi est-ce que le cardinal Lustiger ne s'est-il pas déplacé lui-même ici à la... Monseigneur Lustiger avait là, encore une fois, des obligations et je suis habituellement celui qui le représente dans cette situation-là. Une situation délicate où un mot du cardinal Lustiger a choqué les fidèles. Nous n'arrivons pas à comprendre la déclaration violente de Monseigneur Lustiger d'hier, à savoir qu'il demande à tous les musulmans d'extirper la haine qui est en eux. Je ne pense pas qu'on soit animé de haine, dans la mesure où nous sommes là, dans la mesure où nous dénonçons ces crimes barbares. À la mosquée de Paris, on craint surtout qu'il y ait confusion entre musulmans et terroristes islamiques. La communauté musulmane n'est pas du tout la communauté de la haine, elle n'est pas la communauté de la violence, même si au sein de cette communauté il y avait dans tel ou tel pays des actions violentes qui se revendiquent de l'islam. Ce n'est pas parce qu'il y a un foyer infectieux en Algérie qu'on veut mondialiser l'événement. Après la prière, les fidèles se réclamant d'abord d'un islam modéré disent ne pas comprendre l'assassinat des 7 moines français. Les 7 moines trappistes avaient été enlevés le 27 mars dernier. Le GIA se serait manifesté une seule fois, il y a un mois, pour réclamer la libération de certains de leurs membres détenus en France et en Algérie. Le gouvernement français dément avoir entamé des négociations avec les ravisseurs. Le rappel des faits avec Dominique Thiers. Authenticité probable, crédibilité totale, c'est ainsi que les autorités françaises qualifient ce document attribué au GIA. Il annonçait hier l'assassinat des 7 moines trappistes enlevés le 27 mars dernier en Algérie. Le communiqué précisait alors des éléments jusqu'ici inconnus.
Le 30 avril 96, lit-on dans le texte, un émissaire remettait à l'ambassade de France à Alger une cassette audio prouvant que les moines étaient toujours en vie. Cette information est aujourd'hui confirmée par le Quai d'Orsay. Il est exact qu'à cette date, des documents nous ont été adressés, documents faisant état du fait que les religieux étaient encore en vie quelques jours plus tôt. Le document audio remis à l'ambassade de France a été enregistré le 20 avril. En fond sonore, un bulletin d'information radio permet d'authentifier cette date. Les moines otages se présentent tour à tour, distinctement. Si vous ne négociez pas, disent-ils, ils vont nous tuer. Ils reprennent aussi les termes du communiqué publié 2 jours plus tôt, le 18 avril, dans une revue proche du GIA. Les preneurs d'otages y exigeaient la libération de prisonniers détenus en France, ainsi que celle d'Abdelhak Layada, un des chefs du GIA, emprisonné en Algérie. À Paris, pendant 2 mois, la direction de la sécurité du territoire a été mobilisée. Le général Rondeau, expert aguerri, a fait de nombreux voyages en Algérie. Le dernier remonte à quelques jours, mais officiellement, pas question de négociation. Des contacts avaient été pris en Algérie, mais il n'y a pas eu de négociation et il ne peut pas y avoir de négociation. Comment voulez-vous qu'on envisage un seul instant de négocier avec des assassins aussi barbares ? Stupeur, affirmait hier le premier communiqué des autorités françaises. Le mot était choisi. Apparemment, rien ne laissait entrevoir l'imminence d'une issue tragique. Centrafrique, une marche de soutien au président Patassé doit avoir lieu samedi matin à Bangui. Sur un plan politique, les négociations achoppent entre les mutins, les autorités locales et les militaires français. Et puis sur le terrain, l'évacuation des Français se poursuit. Il serait désormais moins de 200 dans le pays, tandis que l'hostilité s'accroît à l'égard de l'intervention française. Sur place à Bangui, Philippe Rochaud et Marcel Martin. Ne faites pas la guerre chez nous, allez au Liban. Il ne fait pas bon être français dans certains quartiers de Bangui. Quand les convois militaires passent, les petits groupes hostiles se forment spontanément. Difficile de distinguer les mutins des forces loyales, mais les gens ne cachent pas leurs sentiments contre le régime, comme cet instituteur. C'est une expression de la famine. C'est un peuple qui a mis beaucoup d'espoir pour le président de la République ou encore le régime en place. Mais malheureusement, ce qui se passe depuis les 2 ans, c'est pas ce qu'on attendait. Même les promesses qui ont été faites, aucune de ces promesses n'est réalisée. Qu'est-ce que vous pensez des manifestations anti-françaises qui ont eu lieu hier ? Bon, tout simplement, moi je pense que c'est une expression, c'est une forme d'expression et ça pourrait instruire la France à voir à peu près ce qu'il faut défendre et ce qu'il ne faut pas défendre. Mais c'est pourtant la France qui a rétabli l'ordre. Il y avait un rendez-vous pour les ressortissants. On passe par tous les points, ramasser ceux qui veulent partir. Dans ce climat hostile, le 2e régiment d'infanterie de marine va rechercher les Français et les étrangers encore bloqués dans la ville. Les scènes de pillage apparaissent partout, mais les mutins se sont repliés. Les soldats français vont chercher 2 coopérants, professeurs, bloqués chez eux depuis une semaine et qui vont regagner la France. Il y a eu des tirs, des pillages, mais on était dans la zone préservée là, par les gardes présidentiels et ensuite par les militaires français. Quand vous entendez les manifestations anti-françaises, tout ça, quel sentiment ça fait chez vous? Je pense que c'est plus complexe que ça. C'est pas anti-français, je crois que ça dégénère même en rivalité ethnique. Pour Bernard, les combats ont resserré l'amitié avec les Centrafricains. Il sait qu'il ne reviendra pas ici et les adieux sont durs. Mais Bernard a vu que la paix n'était pas pour demain, comme le millier de Français qui sont déjà partis. Retour en France, l'ancien président du groupe Biderman, Maurice Biderman, a été écroué vendredi soir sur décision du juge Eva Joly. L'homme d'affaires avait été mis en examen le 26 mars dans le dossier qui lie la société Elf au groupe Biderman. En Corse, les policiers du SRPJ se sont rassemblés à Ajaccio devant la préfecture de région afin d'attirer l'attention de leur tutelle sur leurs difficultés à exercer leur mission. Reportage Jacques Cardoz et Patrick Desmully. Des menaces de mort, des voitures plastiquées, de cela, ils en ont ras-le-bol. Les officiers de police du SRPJ d'Ajaccio l'ont fait savoir ce matin en organisant ce rassemblement devant la préfecture. Vous êtes venu pourquoi exactement?
Une motion qu'on dépose simplement au préfet de police. Il va en prendre connaissance et par la suite, il décidera des mesures à prendre. Mais on ne peut pas en dire plus. La motion, vous l'avez, on ne peut pas en dire plus sur la motion. On s'en tient à cette motion. C'est un sentiment de ras-le-bol? C'est un sentiment, effectivement, de mécontentement. 3 délégués syndicaux seront finalement reçus par le préfet de police. Ils représentent 99% des officiers de la police judiciaire en Corse. Dans cette motion remise au préfet, les officiers dénoncent, je cite, l'apathie de leur hiérarchie suite au communiqué du FLNC Canal Historique. Ils s'interrogent sur leur mission en Corse, ne tolèrent plus la mise en cause de leur probité professionnelle et s'insurgent contre les mutations sur le continent qu'ils définissent comme des mesures pseudo-sécuritaires. Ce n'est un secret pour personne. Les officiers de police vivent ici en Corse dans un climat d'inquiétude dans leur travail et souvent d'insécurité dans leur vie privée. Las de voir que leurs difficultés ne sont pas suffisamment prises en compte par le ministère de tutelle, ils ont décidé de le faire savoir ce matin au préfet de police, et ce, même s'il n'était pas attendu. La Tour Eiffel reprend du service après 4 jours de grève. Le monument le plus visité au monde, qui accueille en cette saison près de 15 000 visiteurs par jour, a été réouvert au public vers 18h30. Vendredi, le personnel et les syndicats ont obtenu satisfaction sur les revendications qu'ils avaient présentées à la direction, à savoir la poursuite de la politique de réduction du temps de travail et l'ouverture d'un parking destiné aux salariés. Un nouveau test pour mesurer l'importance du virus chez un patient atteint du sida. Ce test est comparable à ceux qui permettent de procéder à l'énumération exacte des tumeurs cancéreuses. Les explications bien utiles de Jean-Daniel Flézaquier. Dans ce tube de sang, il y a des milliers d'exemplaires du virus HIV, le virus du sida. Et cette technicienne va aller casser ces virus afin d'en extraire un élément hautement caractéristique, l'ARN. But de cette manœuvre, réaliser un test qu'on appelle mesure de la charge virale. Il y a encore peu, on ne savait pas mesurer la présence directe du virus dans un prélèvement. On avait un moyen très indirect, rechercher des cellules de défense qu'on appelle T4 ou CD4 et qui étaient les témoins de l'agression virale. Pouvoir maintenant connaître précisément la quantité de virus apporte un avantage très important, mieux surveiller et mieux traiter les patients séropositifs. Il a été montré donc que des chiffres élevés de charge virale prédisaient de façon plus puissante l'évolution de la maladie que la simple mesure des lymphocytes CD4. Donc nous avons recommandé que dans certaines conditions de résultats de mesure de charge virale, on puisse décider de l'instauration d'un traitement en fonction de ces résultats. Donc c'est certain que ce test aura et a déjà un intérêt dans l'instauration du traitement. Deuxième intérêt, le suivi du traitement. Si ce dernier est efficace, la charge virale sera 100 fois, 1000 fois, voire 10 000 fois plus faible. Seul problème, la technique est extrêmement difficile à bien maîtriser. Et cet examen n'est effectué pour l'instant que par quelques laboratoires hospitaliers spécialisés. Route du Rhum, les nombreuses fêtes religieuses du mois de mai nous ont donné l'idée de vous présenter un CD-ROM consacré aux cathédrales gothiques. 20 cathédrales françaises y sont détaillées. Le directeur des archives en personne des Archives de France dit le commentaire. Il retrace pour chaque cathédrale l'histoire de la construction, l'analyse des désirs esthétiques des commanditaires, les réponses des architectes, ce qui permet de bien comprendre l'évolution technique des édifices. 3 chapitres pour approfondir le sujet, les temps qui ont précédé cette époque, l'histoire de la France gothique et enfin l'art des bâtisseurs avec le détail des travaux des maîtres d'ouvrage, comme les bâtisseurs, les tailleurs de pierre et les maîtres verriers. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo de Sophie Davant. Sachez qu'une femme est décédée vendredi soir, prise dans un orage qui s'est produit en Haute-Loire. Demain, à 7h, thé au café. Catherine Sellac reçoit Arlette Laguillet. À 13h, ce sera le journal avec Daniel Bilalian. Je vous retrouve demain pour l'édition de la nuit. Très bonne fin de soirée sur France 2.